Bonjour Nancy, bienvenue sur le podcast Afropéenne. Bonjour Madame l'Afropéenne. On va pas s'en remettre. Donc aujourd'hui on enregistre dans un bel endroit. C'est l'hôtel Tree. Le Double Tree. Double Tree à Regis. Donc on va faire une petite dédicace. Merci de nous recevoir. Et alors on va commencer direct dans les starting blocks. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Nancy Diokoto-Pomenia, je suis franco-ghanéenne. J'ai grandi dans une petite ville de province qui s'appelle Dole. Et puis, par la suite, j'ai voyagé pas mal entre l'Europe et l'Afrique, notamment à la recherche de mon identité. Donc, actuellement, je travaille à l'Agence européenne de la recherche. Et j'ai travaillé environ 15 ans sur les relations Afrique-Europe au sein de l'Union européenne et au sein de l'Union africaine. Principalement. Après, j'étais dans d'autres organisations. Si. Ah, ok. Mais t'inquiète, ça va venir, t'inquiète. Nous, on aime bien les histoires croustillantes, donc on aime bien tout ça. Donc, je vais poser une question, tu vas rigoler, mais c'est la question que je pose toujours dans le podcast. Est-ce que tu connaissais le terme afropéenne avant de passer sur le podcast? Yes, je le connais parce qu'en fait, donc je sais que ça a été inventé par Zap Mama, par le groupe Zap Mama. C'est bien ça. Qui a créé ce terme et qu'ensuite il a été théorisé par Leonora Miano. Exactement. Madame Leonora Miano, la grande Leonora Miano. La seule et l'unique. Tout à fait. Je suis une grande fan. Et voilà comment j'ai connu ce terme. Ok, très bien. Et est-ce que tu te sens afropéenne? Jusqu'au bout des ongles. Oui, parfait. clairement, je me sens afropéenne parce que j'aime ce terme qui unit. Il n'y a pas de trait d'union entre les deux. C'est pas afro et de l'autre côté européenne. C'est une espèce de synergie, de mélange comme ça. Et en tant que métisse culturelle, parce que faire attention aux mots aussi. Même le terme métis, c'est un terme controversé qui était utilisé pour les animaux d'ailleurs. Oui, de plus en plus. Tout à fait. Et donc j'aime bien ce terme parce que c'est un terme qui englobe tout un ensemble. Pour moi, c'est le côté afro, c'est la connexion émotionnelle à l'Afrique. C'est vraiment ce rapport émotionnel au continent africain, à mes racines du côté de mon papa. Et européenne, voilà, c'est plus la culture européenne que j'ai intégrée par mon éducation et mes expériences et mes voyages. Ok, parfait. Excellente réponse. Merci. 10 sur 10. Oh, trop bien. Est-ce que j'aurai le droit à un petit... On verra. On verra. Ok. C'est pas encore fini. Ok. Bon, alors, en fait c'est drôle parce que je te pose des questions, mais comme j'ai lu le livre, je connais la moitié des réponses, mais c'est pas grave. Ouais. Pour les auditeurs et les auditrices. Raconte-nous un peu cette vie folle que tu as eue. Tu as eu une enfance particulière. Tu as eu une expérience estudiantine quand même assez riche. Et tu travailles depuis plusieurs années à cheval sur 2 continents, peut-être plus. Non, donc 2. Bon, écoute, il y a pas mal. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un peu qui tu es? Je mange en même temps. Qui je suis, c'est toujours une question qui est compliquée parce que ce serait une question qui mériterait des heures pour y répondre. Parce que si je te réponds à qui je suis, il y a forcément certaines parties que je vais oublier. On ne peut pas tout dire en quelques minutes. Mais en tout cas, pour être synthétique, je pense que... je dirais, je suis quelqu'un en évolution déjà. Donc c'est compliqué je suis pas la même personne. Enfant, ado, maintenant femme. Mais je sais pas comment je serai dans le futur. Et je crois que c'est ça aussi qui est chouette, c'est de pas savoir totalement qui on est. Ok. Donc très philosophique ce que tu dis. Mais j'aime bien. Donc qui je suis, je pense que je suis une rêveuse. Je suis quelqu'un d'hypersensible et donc c'est hyper dur pour moi de répondre à cette question. C'est une question qui te pousse à creuser. Mais alors qui je suis essaye de m'aider un petit peu sur quels aspects quoi, tu vois, parce que c'est une question tellement vaste. C'est une question très vaste. Ouais. Bon, alors du coup, on va partir sur quelque chose de plus concret. Est-ce que tu peux juste nous raconter
ton enfance. Comme ça, on va nous deviner qui tu es. Tu racontes un peu ton enfance, ton adolescence et après ton parcours de jeune adulte. Alors, mon enfance, c'est une enfance dans une petite ville de province qui s'appelle Dole, dans l'est de la France. C'est la première fois que j'entendais... C'est vrai que l'est de la France... Tu connais pas? Non. Eh ben, c'est la ville de Louis Pasteur qui a inventé le vaccin contre la rage. C'est une petite ville... tu connais la moutarde de Dijon? Oui, bien sûr, Dijon. Voilà, mais c'est à 50 km de Dijon, tu vois. Et Besançon aussi, qui est le... Besançon, connu. Voilà. Ouais. Et donc, c'est pas loin pour ceux qui connaissent pas trop, comme moi, je sais pas toujours le sens de la géographie. Pas loin de la Suisse. Tu vois? Ça bon, c'est à quelques... à 2-3 mais franchement, heures, Besançon, Dijon, ça c'est super connu. Ouais, voilà. Désormais, Dole est connu aussi. C'est au milieu, quoi, tu vois. D'accord. Dole City Beach, pour les Dolois qui nous écoutent. Carrément. City Beach. Et voilà. Alors, mon enfance, c'est une enfance sans forcément mon papa, avec ma maman, qui est donc franc-comtoise. Mon papa est ghanéen. Et donc, c'est une enfance qui, je dirais, est vraiment fortement baignée dans la culture jurassienne, franc-comtoise, ambiance de petite ville. Moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment ce côté simplicité. Pas simplicité d'esprit, mais humilité. Enfin, tu vois, un peu, on se prend pas la tête, quoi, tu vois. Ouais. Voilà, une vie sans chichi, c'est tout à fait ça. Avec des valeurs humanistes que je trouve vraiment valables. Bon, après, elles sont remises en question avec l'actualité, mais en tout cas, à la base, moi, je trouve que les Jurassiens, c'est des personnes vraiment humbles, quoi, tu vois. Okay. Donc ça, c'est le côté que j'aimais bien étant enfant. Et par contre, bon, il y a aussi le pendant plus dark, on va dire. Le fait de ne pas toujours se sentir à l'aise dans une petite ville qui, en tout cas, me paraissait assez monoculturelle. Il n'y avait pas trop de diversité et encore moins de personnes d'origine africaine, si je peux dire. Et voilà, je crois que c'est un mélange entre ces deux tendances, quoi. Après, ça, c'est dans les années 80 en plus. Hein. C'est dans les années 80. En fait, je pense qu'il y avait un espèce de racisme des fois primaire, tu vois. Mais d'un autre côté, on ne parlait pas trop de ces questions, quoi, parce qu'il y avait moins de problèmes économiques, donc du coup... Ça joue. C'est clair que ça joue. Donc du coup, c'était plus tranquille. Moi, je voyais moins de tensions. Il y avait que maintenant. Voilà, il y avait beaucoup moins de tensions qu'actuellement. Et d'ailleurs, je me demande, tu vois, si... enfin, je veux dire, pour régler un problème, il faut... trouver la bonne question et je me demande si des fois le problème c'est pas un problème d'inégalité sociale qui retranscrit sur des questions d'identité. C'est même plus une question, c'est une évidence. Je pense que tout le monde en est tout à fait conscient, mais il y en a que ça arrange de continuer à utiliser la race, si je peux dire ça, en sachant très bien que la race n'existe pas, mais à utiliser la race de façon à porter leurs projets, qui ne sont pas des projets très glorieux. C'est ça, mais moi je me dis que tout le monde est bien conscient que c'est plus un problème de classe que de race. Oui, parce qu'en fait, moi par exemple j'ai fait le programme Erasmus et la diversité sur le coup c'était juste génial, tu vois, parce qu'il n'y avait pas ces problèmes de classe. On avait tous une bourse. On était tous à peu près à égalité. Bon, bien évidemment, il y avait certains qui étaient plus égaux que d'autres. Mais en fait, quand tu n'as pas ces tensions, tu vois... Quand tu as supprimé une donnée, là, on voit que tout le monde se retrouve finalement en face. Voilà, et du coup, la diversité devient quelque chose de vraiment cool. Mais il faut que vraiment les autres facteurs autour... Tu vois, Ok, bah ça c'est une belle approche. C'est bien de le repréciser. Je pense qu'on s'en rend tous compte, mais on est tellement noyés dans nos émotions qu'on a l'impression qu'on vient d'ailleurs. Tu vois, on a tellement joué sur les mots, joué sur les esprits. On t'a dit tu n'aimes pas ton voisin et tu trouves que c'est là. Mais en fait, le vrai problème c'est que tu n'arrives pas à manger, tu n'as pas de boulot. C'est ça, les gens souffrent en fait. On détourne complètement ton attention. Voilà, c'est ça. Et ça marche très bien.
Moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup, je ne sais pas si tu as lu L'Art de la guerre de Sun Tzu. Oui, j'ai lu pas en entier, mais je l'ai lu. Ouais. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup, que j'ai lue quand j'étais en Somalie, qui dit pour gagner une bataille, connais-toi toi-même, connais qui est ton véritable ennemi et tu gagneras 1000 batailles. Et je pense que dans ce combat pour la diversité et l'inclusion, il faut vraiment se poser les bonnes questions et comprendre quels sont les véritables problèmes pour trouver les solutions. Parce que si tu n'identifies pas le bon problème, forcément tu ne vas pas trouver la solution. Ça c'est clair. Et si tu t'attaques aux mauvaises personnes, entre guillemets, qui ne t'ont rien fait, ben voilà, tu vas pas forcément J'espère que le message passe, bah, surtout en nos politiques, parce que finalement c'est eux qui font le sale boulot. Pas tous les politiques, mais c'est principalement des politiciens qui font passer des mauvais messages. C'est eux qui ont la voix, tu vois, qui passent sur les chaînes de télé, je pense, à certaines personnes en particulier. Mais on a des chaînes carrément de télé qui deviennent extrêmes dans les propos des journalistes. Moi, par rapport à ça, bon, déjà, j'ai un devoir de réserve avec l'Union européenne. Je ne peux pas rentrer dans la politique. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est que... d'un côté, il y a une critique de cette classe dirigeante que je peux comprendre. Et d'un autre côté, j'ai l'impression que les gens ne s'impliquent pas forcément dans la vie public. Oui. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Chacun est un petit peu dans sa bulle, à regarder la télé. Et moi, c'est juste. Comme si on n'avait plus de responsabilité individuelle. Voilà, c'est alors ça. Donc, oui, c'est le pendant. Il peut y avoir une remise en question de ces personnes qui s'impliquent dans la vie publique. Mais moi, je dirais, ok, mais toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais à ton échelle? À ta petite échelle, est-ce qu'il y a des petites choses là que tu fais là pour changer tu vois, ton environnement et aussi juste donner ta voix et contribuer. Après, je pense qu'il y a des gens qui ne savent pas peut-être par où commencer et qui ont l'impression que c'est impossible, mais c'est un peu comme le petit colibri, quoi. Chacun met sa petite goutte et puis à la fin, on arrive à quelque chose et voilà. Belle analyse. Mais surtout, tout à fait. Tu sais, moi je trouve qu'on est un peu dans une société où on s'accuse tous un peu mutuellement, mais sans forcément déjà commencer par soi-même et par une remise en question de sa propre attitude, tu vois. De mon expérience, ce que j'ai pu voir, c'est que t'as pas les bons et les mauvais d'un côté, quoi. C'est un peu plus compliqué, quoi. On a tous un peu du bon et du mauvais en nous. Et en fonction de qui on rencontre, des expériences, on développe l'un ou l'autre des côtés, quoi. Mais en fait, moi, j'ai envie de dire, on est tous le problème et la solution en même temps, quoi. Tu vois. Non, mais j'adhère totalement ce que tu dis là. J'adhère. Merci. Franchement, c'était un beau message. Merci. Mais dans tout ça, comment est-ce que ton papa se retrouve dans les années 80 dans le Jura? Je sais pas ce qu'il lui a pris là. À Paris, on peut comprendre. À Paris, on peut comprendre, mais dans le Jura. Ouais. Mais en fait, bon, la vie dans la capitale elle est plus agressive peut-être en province sur certains aspects en tout cas. Ça dépend lesquels. Donc à un moment donné, il en a vraiment eu marre de Paris parce qu'il vivait. Il vivait des fois sous les... Enfin, il était à la rue. Donc, c'était une vie très rude. Il y avait beaucoup de violence, beaucoup d'agression. Et je pense que la vie à la campagne était plus paisible et en même temps offrait beaucoup moins d'opportunités économiques pour pouvoir prendre pleinement sa place. En plus, en tant qu'homme africain, tu vois un peu la fierté, les hommes qui ont cette envie de subvenir aussi aux besoins de leur famille. Et donc je pense que c'était le côté qui était difficile, en tout cas pour une personne d'origine africaine, homme, dans une petite ville monoculturelle. Ok. À mon sens. Ça va. Et donc il arrive quand même à se faire une petite place. Il rencontre ta maman. Voilà. Ton frère et toi, vous arrivez. Voilà. Hello. Et puis papa repart. Voilà.
Donc, par rapport à ce départ, le livre, c'est un livre humaniste, donc c'est sur la réconciliation. Oui, ça j'ai bien... C'est sur la transformation de certaines émotions comme la haine, la colère, la tristesse, la peur, en une énergie plus positive d'amour et de réconciliation. Et à un moment donné, dans le livre, je cite Saint-Exupéry qui dit que l'essentiel est invisible pour les yeux et qu'on le voit bien avec le cœur. Et donc, voilà, quand tu commences à t'ouvrir comme ça, mais tu contextualises le départ, tu comprends aussi les difficultés auxquelles il était confronté. Et donc, ta souffrance ne t'empêche plus de voir la souffrance de ton père aussi. Tu es moins centré peut-être sur... Et ce qui est bien aussi, toi, c'est que tu es tout le temps dans une démarche de recherche. Tu vois, même s'il y a de la colère, même s'il y a de la frustration, à aucun moment tu ne fermes complètement les portes. Tu veux savoir, tu veux comprendre, et c'est ce qui permet aussi à l'autre de pouvoir te répondre. Oui. Tu vois, moi je trouve, même dans ta colère, tu étais toujours en quête de sens. Oui, après je pense que c'est venu au fil du temps parce que tu sais, quand j'étais ado, j'étais pas trop là-dedans, quoi. C'était en mode vraiment agressif, haine, quoi. Tu vois, genre j'avais envie de prouver au monde que même si j'étais femme à la peau teintée, je pouvais aussi y arriver, qu'il n'y avait pas de raison. Et donc j'avançais, mais plus avec, tu vois, pour mettre de l'essence au moteur, c'était vraiment la haine, quoi, la colère, le sentiment revanchard, tu vois. Et puis après, je me dis, bon, il y a d'autres énergies pour faire marcher le moteur qui sont d'autant plus puissantes, quoi, tu vois. Ok. Et quoi, ça, c'est juste le temps, l'âge, où il y a quelque chose qui... Oui, c'est juste... C'est les expériences et la confrontation à des événements durs qui font que quand tu te confrontes à ce genre de truc, soit tu deviens plus haineuse quand on t'envoie de la haine, soit tu shiftes dans l'autre sens et tu te rends compte à quel point ces énergies sont dangereuses et destructrices. D'accord. Et qu'est-ce qui te pousse à choisir le droit ? Ah oui, mais alors là, il y a un aspect aussi dans ma réflexion par rapport plutôt à la dimension féminine du côté afropéenne. Parce que je me suis... Bon, t'as pas encore lu tout le livre, donc je suis à Lyon. Je t'ai dit. Bon, allez. Je t'ai dit, je vais en dire tout, quoi. Mais en gros, ce que je dis à un moment donné, c'est... je m'interroge toujours si mes choix sont vraiment mes choix ou si c'est des choix qui ont été conditionnés par la société. Donc, à un moment donné... Gros débat. Comment ? Je dis gros débat, là. C'est ça, tu vois, tu dis... à un moment donné, je veux devenir éducatrice. Je me dis, mais est-ce que je veux être éducatrice ? Moi, j'aime bien prendre la tête. Est-ce que je veux être éducatrice parce que toutes mes copines veulent être éducatrices et que en général, les femmes choisissent les voies plus sociales, plus dans le self-care, le care of others. Ou alors, est-ce que c'est véritablement mon choix ? Donc, j'en arrive à la conclusion que peut-être pas. Donc, je me remets en question. Et c'est pour ça qu'à un moment donné... Je voulais faire de la sociologie, j'aimais beaucoup ça. Mon prof de socio m'a dit, mais laisse tomber, tu vas jamais trouver de taf. Donc après, c'est pour ça que je me suis un peu challengée en me disant, tiens, je vais essayer un peu le droit, ça m'a pas l'air facile et j'aime bien le challenge, quoi. Tu vois. Là, ça s'est fait par étapes, c'était pas une évidence. Mais c'est surtout que je voulais, en fait, j'avais un role model, c'était Kofi Annan. Oui, voilà. Ça j'ai vu, c'est très chouette. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire les droits de l'homme, quoi. J'ai voulu faire les droits de l'homme et c'est ça qui m'a poussée à faire le droit. Ok. À la base. Et donc tu fais ton droit. Je fais mon droit. Et comment est-ce que tu arrives à t'insérer dans ce milieu qui est aussi un milieu pas si évident que ça, le droit international en plus. Est-ce que tu trouves ta place vite, facilement? Est-ce que tu patauges un peu? Bon, moi je suis vraiment une bosseuse sur le coup, donc je travaillais des heures et des heures. J'étais un peu perfectionniste aussi. Et puis je crois que peut-être ce qui me différenciait par rapport à d'autres dans
l'université, c'est envie de, tu vois, de prouver, quoi. Tu vois, que je pouvais apporter une contribution. Voilà, que je pouvais y arriver, quoi. Tu vois. Donc, c'était franchement pas facile. Il y avait des étudiants, tu sais, qui arrachaient les pages, quoi, de certains livres pour pas que tu puisses les lire derrière. Je sais pas si tu as eu ça dans ton cursus aussi. Non, moi j'étais en fac, c'était la fac de médecine. Maintenant c'est différent parce que maintenant ils font dentisterie. À l'époque on était tous ensemble. Moi j'ai de la chance d'être dans une promo géniale, mais géniale. On est restés encore tous potes. Encore maintenant. Mais avant et après. Oh my god! C'était des croche-pieds. Vas-y, t'as le temps dans les escaliers. C'était violent. Compétition c'était violent. J'ai vu des gens qui me disaient depuis la première année, oui, moi je veux faire gynéco, moi je veux faire ci, moi je veux faire ça. Et à la première année d'internat, ils abandonnaient. Tellement c'était violent, agressif. C'était hyper compétitif. Oui, très. Donc moi j'étais dans une promo où on a été assez protégés. On était très peu. Donc on avait le numerus clausus à l'époque. On était tellement peu qu'on l'a pas eu. Il y avait de la place pour tout le monde. Donc ça a aidé quand même. Mais c'est vrai que j'ai entendu des histoires. On dit on est à Nice ou on est en prison ici. Non, mais c'est trash ce qu'on fait vivre aux petits jeunes parce qu'au final, c'est des petits jeunes qui ont quoi, 18, 19, 20. Et c'est quand même particulier, quoi. Non, mais franchement, c'est animal, quoi. Je me dis, je ris, je pleure parce que à la fois c'est drôle, à la fois c'est hyper triste. C'est triste, c'est quand même une espèce de sélection naturelle, quoi. Ça fait un peu penser au monde de 1984, George Orwell, où t'as les alphas, les bêtas. Ouais, ça c'est le livre préféré de mon frère. Ah ouais, tu vois. Je l'ai lu il y a longtemps, mais on est un peu là-dedans, quoi, tu vois. Mais ce qui fait peur, c'est de se dire que ceux qui passent là, donc ceux qui font ça, ce sont eux nos futurs professionnels, sont eux nos futurs médecins, nos futurs avocats, mon Dieu. De quoi est faite notre société en vrai? Écoute, moi, je veux dire la vérité, on a tous un côté animal, quoi. Bon, moi je reste humaniste, mais humaniste consciente. des deux. La part sombre. Voilà, la part lumineuse et de la part sombre. Je suis pas assez consciente de ça. Écoute, moi j'ai fait un petit tour quand même en Somalie, donc malheureusement j'ai pu voir 2-3 trucs. En pleine crise? J'étais en zone de conflit pour la mission de l'Union africaine en Somalie. Et voilà, donc cette expérience-là, plus tout ce qui touche un peu au pouvoir, à la politique, plus tu montes et plus tu vois des trucs un peu chelous, quoi. Ça, je veux bien croire. Tu vois. Ça, je veux bien croire. C'est un peu comme dans Le Seigneur des Anneaux. Ça te transforme. Ça peut te bouffer, ça peut transformer des gens tout à fait normaux à la base, mais qui deviennent fous dès qu'on leur met du pouvoir dans les mains, quoi. Ils deviennent complètement, transformés, quoi. C'est incroyable comment tu peux te perdre dans ces trucs de pouvoir, d'argent. Il y a peu de personnes qui arrivent à rester, je pense, tu vois, la tête sur les épaules. Et souvent, c'est des personnes, sans rentrer dans les trucs dogmatiques, mais je trouve que c'est des personnes qui ont une force intérieure, souvent spirituelle, qui les guide, qui les empêche de partir dans tous les sens et de commencer à devenir un peu, abîmés par le pouvoir, quoi. Tu vois. Flippant. C'est flippant. Et je pense que le pire, c'est de croire qu'on y échappe. Parce que c'est là qu'on tombe encore plus facilement. Il faut toujours être sur ses gardes. On est tous enclins à ça, quoi. Je pense personne n'est protégé. Il faut en avoir conscience et essayer vraiment d'arriver à rester humble. Voilà. On travaille sur soi. Mais écoute, tu m'as tendu la perche en parlant de la Somalie. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta rencontre avec le continent? Et la première et les autres. Ma première rencontre avec le continent,
c'est quand j'avais 17 ans, que je suis allée au Ghana. J'étais en pleine crise d'identité sur le coup, genre en mode ado. Mais qui suis-je? Mais comment ça se fait que j'ai la peau noire? Mais je sais pas d'où je viens. On me dit que de retourner dans mon pays. Mais moi, je suis française, je suis jamais allée là-bas, quoi, tu vois. Quel pays? Mais oui, quel pays? De quoi tu parles? Tu vois. Et donc, voilà, agression par un groupe de skinheads, des trucs comme ça. Forcément, à un moment donné, tu dis, bon, il faut quand même que je sache d'où je viens. Donc, premier voyage au Ghana avec mon père, justement. Et donc, ça a été vraiment salvateur, quoi. Tu vois, le fait... Bon, c'est un peu bizarre, quoi, parce que tu rencontres des cousins, des tantes, tu vois, des gens que tu es censé connaître, quoi, tu vois, mais pour autant, même la langue, c'est une barrière, quoi, tu vois. Moi, à l'époque, je parlais pas l'anglais, donc c'était compliqué, tu vois. Je découvre que j'ai un frère. Oui, ça aussi, c'est pas... Et c'est bien, vous arriviez tout de suite à connecter. Ouais, ça franchement, ça m'a... On a trop connecté. Et donc, il y a toutes ces découvertes de la vie en communauté, déjà. Les maisons sont faites de telle sorte que tu peux vivre en grand nombre, quoi. Parce que tu as certaines annexes, donc des concessions. Tu peux être ensemble sans être ensemble. Donc c'est ce qui permet la vie en communauté. Donc, découverte de la nourriture, découverte de la culture, découverte des paysages, déconstruction des stéréotypes aussi par rapport aux femmes. Je pensais qu'elles étaient toutes soumises. Bon, il y en a, oui, mais il y en a d'autres comme ma tante qui était hyper en mode business, quoi. Moi, j'ai toujours l'impression qu'en Afrique, plus qu'ailleurs, les femmes portent les familles. Ouais, mais en fait, c'est des leaders. Les femmes portent les familles. Ils sont des leaders. Ça, c'est vraiment l'image que moi, j'ai gardée du Cameroun. Elles sont dans le business, c'est elles qui gèrent les fonds, qui font l'éducation, qui gèrent tout, en fait. Parce que souvent, les papas, ils sont là... Ils sont absents. Même ceux qui sont présents sont absents. Parce que le père est un peu, tu vois, quelque part, là, en haut, un peu inaccessible. En fait, le quotidien... Ce sont les mamans qui gèrent. Enfin, j'ai discuté avec une invitée qui me disait, c'est fou, mais au pays, c'est comme ça que nous on dit au Cameroun, au pays, quand tu es enceinte, ta vie doit continuer. Tu dois continuer, on ne te passe rien. Et je lui répondais, mais en réalité, si une maman s'arrête, la vie s'arrête. Hein. La plupart des familles, si la maman s'arrête, la vie s'arrête. Donc je dis, oui, c'est... On dit souvent, éduque une femme, tu éduques toute la famille. Guéris une femme, tu guéris toute la famille. Parce que c'est vraiment un pilier, quoi. Dans nos pays africains, c'est encore plus vrai. C'est encore plus vrai. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'en Afrique, je trouve que quand tu as des enfants, la vie s'arrête pas, quoi. T'es pas en vase clos comme en Europe, quoi. T'as toute une communauté qui peut t'aider. Genre, si tu veux aller en ville, tu donnes à ta soeur, tu donnes à ton cousin, tu donnes à ta tante. On se pose pas de questions. C'est pour ça que les gens se sentent le droit de faire plus d'enfants. À aucun moment, tu te dis... le deuxième, le stress, comment je vais te garder? T'as moins de stress, quoi, parce que t'es plus dans... Voilà, c'est plus la communauté qui te soutient. Quand la maman vient d'accoucher, elle a tout un soutien. Ici, en gros, tu te démerdes, quoi. Tu viens d'accoucher, après 3 jours, on te renvoie de l'hôpital. T'as encore mal partout, tu dois t'occuper de ton bébé, tu sais pas comment faire. Bon, la famille n'est pas toujours là parce que, bon... c'est la vie comme ça ici. T'habites dans une ville différente, chacun travaille, chacun a ses obligations. Les amis, voilà, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Franchement, cet aspect-là, il est quand même louable en Afrique, quoi, tu vois. Mais, ça donne une certaine qualité de vie aussi. Hein. Clairement. On oublie souvent ça, les avantages. Les avantages, ouais. Il y en a. Ça cherche genre après, tout le monde t'aide, quoi. Et moi, ce que j'aime bien, même dans d'autres cultures, tu vois, en Inde, il y a tout un rituel... de massage ayurvédique. Après, quand la maman a accouché, et c'est pas elle qui s'occupe du bébé, quoi. Elle fait les massages pour reconnecter à son corps, se relaxer, tout ça. Moi, je trouve qu'en Europe, là-dessus, on a vraiment beaucoup à apprendre, quoi, sur ça.
Toujours, l'Europe s'est perfectionnée dans l'aspect un peu médical des choses et a oublié tout l'autre aspect. Ouais, l'aspect spirituel. Ouais, contact humain, entraide. C'est peut-être on est peut-être allé trop loin dans l'individualisme. Et donc on se perd là-dedans parce que du coup la société devient un peu aliénée avec plein de petites bulles comme ça qui n'arrivent pas à se reconnecter. Après bon, je sais pas si tu as la même expérience de l'Afrique que moi, mais bon, en tant que métisse, je prends un peu ce qui m'intéresse dans chacun des ce qui est normal. Cultures et par exemple, même si j'aime bien en Afrique, tu vois, il y a quelqu'un qui vient chez toi, il n'y a pas besoin d'invitation. Mais des fois, c'est trop, quoi, tu vois. Genre, des fois, tu as besoin un petit peu de ton espace. Donc, pour moi, un mélange des deux, c'est parfait, quoi, tu vois. Oui, mais ça, c'est compliqué. Trouver le juste milieu là-dedans, c'est compliqué. Oui. Mais moi, je suis née, j'ai grandi au Cameroun. Ah, t'as grandi J'ai carrément grandi. Du coup, moi, j'avais ici adolescente. J'avais presque donc 14 ans. déjà bien la culture. Donc, il y a des choses chez moi qui sont je sais pas comment dire ça. Naturelles. Il n'y a pas d'autre mot. Tu vois, ce truc d'aller nous danser les autres. Voilà. Mais j'aime bien aussi. J'ai appris l'autre possibilité. Après, j'ai appris. Après, ouais. Tu vois. Alors, je pense que quand tu as toujours eu un système occidental, c'est compliqué de passer au système africain. C'est très compliqué. Mais l'inverse. Mais moi, j'aime bien quand même. Moi, je pourrais pas être que dans le cercle. Souvent en Europe, une fois que tu as des enfants, tu vis en vase clos, quoi. À 4, voilà. Et donc, les amis, tout ça, c'est vraiment secondaire. Moi, ce que j'aime bien en tout cas quand j'étais dans le milieu estudiantin africain à Besançon, c'est que vraiment, en tout cas, même quand tu as des enfants, tu continues à avoir une vie sociale pleine, quoi. Tu vois. Et les enfants, c'est intergénérationnel, tout le monde se mélange, tu vois, c'est pas les uns les autres. Tu vois, tu sépares pas les amis de la famille, tout le monde est un peu ensemble, toutes les générations. Les amis sont la famille. Voilà, et ça se mélange. Ça se mélange. C'est ça qui est chouette, quoi. Ce qui est chouette, c'est que tu arrives vraiment à tirer le meilleur de chacun. Ça, c'est vraiment bien. Et je me demandais combien de pays tu as visité. Tu sais pourquoi je te demande ça? Parce que j'étais impressionnée quand on a été à la présentation de ton livre. Et donc, les gens ah oui, bonjour, vous êtes... vous l'avez rencontré comment? Et donc à chaque fois, chacun disait comment il t'avait rencontré. Et alors, ah oui, moi j'ai rencontré au Ghana, et moi j'ai rencontré à Londres, et moi j'ai rencontré à Montfort, elle. Combien de pays t'as visité? Vas-y, impressionnant. Je sais pas trop, je pourrais pas te dire, mais peut-être une trentaine, je sais pas. Je sais pas. Une vingtaine, une trentaine, un truc comme ça. Ouais, trop bien. Ouais, c'est cool. Et mais toujours dans le cadre du boulot, non. Le Ghana, non, c'était ta découverte culturelle. Non, pas toujours dans le cadre du travail. Non, j'aurais pas pu. Je suis pas non plus 80 ans. Non, mais écoute, j'en sais rien. Tu dis que t'es une bosseuse. Oui, non. Tu fais que ça. Mais ouais, pas mal de voyages. Mes premiers voyages, c'était avec ma maman qui m'a vraiment fait découvrir l'envie du voyage. C'était plus en France. Et puis ça m'a vraiment envie de voyager. Bon, aussi la recherche de mes origines, bien évidemment. Et mes premiers voyages, où là, vraiment, j'ai vraiment découvert un peu, je sais pas, un autre monde, plus interculturel, plus international. C'est quand j'ai fait mon voyage en Erasmus. Là, vraiment, je me suis éclatée, quoi. C'était vraiment l'éclat total. J'ai rencontré des gens de partout et là, tu te remets complètement en question. Tu te dis que ton existence est tu vois, qu'on est vraiment peu de choses, quoi. Et du coup, tu déconstruis plein de tes idées, plein de tes manières de faire, de penser. J'aimais bien parce que tu as rencontré, j'ai oublié le nom du jeune homme, mais tu disais qu'il avait plein d'a priori sur les Noirs et toi plein sur les gens d'Europe de l'Est. Oui, c'est un ami tchèque, effectivement. Et on avait tous les deux des stéréotypes de dingue, quoi. Parce que parfois on fait comme si les personnes noires étaient parfaites. Tu vois qu'ils n'avaient pas ils ne pouvaient pas être racistes,
Et ça, parfois, ça me gêne aussi. Ouais, mais c'est de la méconnaissance aussi. Oui, c'est qu'on peut être noir et aussi avoir des a priori sur les autres. Oui, il y a des a priori sur les Arabes, il y a des a priori sur plein de monde, quoi. Même entre noirs. Même entre tribus. Enfin, en fait, tous ces termes me dérangent, mais faudrait vraiment faire un travail sur changer ce langage tribu. Bon, c'est un peu bizarre, minorité ethnique, tous ces termes-là qu'on utilise dans ces débats sur la diversité, des fois, je suis persuadée que voilà, on doit les changer, enfin en tout cas les faire évoluer. Mais oui, cette idée que tous les Africains sont gentils, c'est une aberration. Enfin, moi j'avais aussi cet a priori, c'est pour ça que je juge pas. Mais après, vu la réalité, c'est pas vrai, quoi. Mais c'est certainement pas vrai, et ça n'aide pas à faire avancer le projet, tu vois, de continuer à penser ça. Non, parce que ça te place dans une position du bon gentil, de la victime, qui n'est pas acteur. Et c'est vraiment réducteur, quoi. Je pense qu'il faut un petit peu sortir de ça. Oui, certes, on est quand même le fruit de traumatismes collectifs, individuels. On peut quand même pas non plus être dans le déni et dans l'amnésie collective et individuelle de ce qui s'est passé. Mais en même temps, on doit aussi se remettre en question et prendre nos responsabilités pour avancer, réfléchir à notre manière d'être, qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer, pour changer, pour évoluer. Et ça demande toute une remise en question, tout un travail de malade et voilà. Le chantier. Il y a du boulot. Le chantier. Mais ne serait-ce que déjà se poser la question, c'est déjà un début. À chaque fois que tu me tends la perche, j'adore. Grâce à toi, mon truc, il est un peu fluide. Comment est-ce que tu vois l'avenir, du coup? Ton avenir, l'avenir de l'afro-payenne, l'avenir en général? Moi, j'aime bien rêver, quoi. Je pense que si tu envoies des ondes positives à l'univers, elles peuvent te revenir ou en tout cas se propager, quoi. D'ailleurs, c'est prouvé scientifiquement que certaines émotions sont transmissibles parce que dans le cerveau, tu as une partie du cerveau qui est la partie émotionnelle. Et donc, quand tu renvoies des énergies positives, ça se transmet. Mais quand on voit de la haine dans des discours, incitation à la haine, ça vient de ce qu'on veut dire, mais ça se propage aussi. Donc, moi, je préfère avoir une vision. Je suis pas Madame Irma non plus, mais en tout cas, je sais pas ce qui va se passer. En tout cas, moi, je rêve que les Afropéens déjà se reconstruisent en tant qu'Afropéens, c'est-à-dire qu'ils connaissent vraiment leurs deux parties. C'est pas que les métis qui sont en crise d'identité. Il y a beaucoup de personnes afro-descendantes en Europe qui sont à la recherche de leurs origines, qui sont jamais allées en Afrique, qui surjouent leur côté africain parce qu'il y a cette espèce de malaise. Moi, j'y pense énormément par rapport à mes enfants. J'y pense tout le temps. Voilà. Tout le temps, de me dire, moi, il y a des choses, comme tu disais par exemple, je dis, rentre dans ton pays. C'est que moi, ça me touche pas pareil que quelqu'un qui ne sait pas où est ce fameux pays dont tout le monde. Parce qu'à la limite, tu es là, t'inquiète, j'y retourne là en été. Donc c'est pas. Mais je me dis, mon fils, quand il lui dira ça, il n'a encore jamais mis un pied au Cameroun, il va pas comprendre. Il ne sait pas qu'il est camerounais en fait. En fait, tu sais quoi, les métis qui ont une maman d'origine africaine, en général, ils savent plus d'où ils viennent parce qu'il y a cette transmission de l'éducation par la mère, tu vois. J'ai déjà entendu ça. Et les papas européens, dans la culture européenne, le père s'implique aussi dans l'éducation. Donc les métis sont plus stables, mais les métis de père africain... Tu sais que c'est fou, tu vas dire... non, parce que moi, j'ai entendu, mais j'ai pas prêté plus attention que ça. Bon, ça reste à prouver. Mais c'est... Sans jugement. Oui, sans jugement. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai remarqué. Et donc, pour le futur, je crois que le futur, c'est nous qui le créons. Et à un moment donné, moi j'aime bien Gandhi quand il dit « Soyons le changement qu'on veut voir dans le monde ». On doit commencer à l'intérieur et ça à portée de tous. Donc c'est une remise en question, une réparation des Afropéens, de ce qu'ils ont subi, une prise de leur place dans le monde, passer d'une certaine marginalisation à aussi... prendre part pleinement dans le dialogue entre l'Europe et l'Afrique.
une connaissance de plusieurs pays, voilà, pour se sentir citoyen du monde et pas seulement être en position de minorité dans un pays. En fait, quand tu commences à voyager, tu te rends compte que voilà, quand tu vas au Chili, tu es encore considéré comme quelqu'un de différent. Et puis, moi, mon rêve, c'est vraiment que ces Afropéens, quand ils se seront vraiment bien réparés, là, qu'après, ils permettent justement cette réconciliation entre l'Afrique et l'Europe pour que les nouvelles générations puissent vivre en paix et se débarrassent de tout cet héritage vraiment pesant, quoi, qui fait que pour l'instant, il y a beaucoup de tensions entre les gens de différentes origines à l'intérieur de l'Europe, mais aussi dans certains pays africains, il y a de plus en plus de colère, de haine envers l'Occident. Et donc voilà, mon rêve, c'est vraiment cette réparation collective aussi qui passe par les Afropéens. Quelle sagesse. Quelle sagesse. Non, mais arrête. Écoute, j'aime bien qu'on finisse toujours sur une note un peu intello. Et je demande aux gens, oui, est-ce que vous avez un livre à conseiller? Bon, tu nous as quand même cité Saint-Exupéry, George Orwell, Gandhi. Bon, Gandhi n'a pas écrit, mais il a plein de... Quoique, il a écrit ou pas, Gandhi? Non, je pense pas. Gandhi, c'est beaucoup de citations. Il a dû faire des discours, ça c'est sûr. Après, je sais pas, peut-être des essais ou des discours, ça c'est sûr. Donc, je dois quand même donner deux, trois liens. Mais sinon, est-ce que tu as quand même un mantra? Moi, mon livre, celui qui m'a beaucoup aidé dans ma construction, c'est Les Héritiers de Pierre Bourdieu. Pourquoi? Parce que c'est un peu comme une espèce de guide. Tu es la troisième sur ce podcast à citer Pierre Bourdieu. Arrête, sérieux? C'est dingue. Écoute, ce gars, il est juste fantastique parce qu'il a permis d'identifier les mécanismes de reproduction sociale et comment s'en défaire. Donc en construisant le capital culturel, le capital social et économique. Et moi, c'est ça qui m'a permis d'être là où je suis. C'est en construisant ces trois capitaux. Je suis obligée de le lire parce que tu ça dois fait le 3 lire, fois qu'on me le balance. Il explique tout ça. Il a aussi un livre qui s'appelle La domination masculine aussi, où il explique les mécanismes d'intégration des mécanismes de domination par les femmes. Donc, du coup, il explique qu'à la fin, tu as même plus besoin des mecs pour être dominé. Tellement tu as intégré le truc. Mais moi, ce serait vraiment Pierre Bourdieu. Ok, écoute, excellente référence, déjà pour moi-même. Et écoute, merci beaucoup, c'était passionnant de t'écouter. Mais pareil. Je vais m'appliquer à finir le livre parce que du coup, tu m'as donné encore envie de le lire plus vite. Donc, je vais faire ça. En tout cas, merci beaucoup pour ta présence sur le podcast. Merci pour ton temps. Merci. Écoute, si les auditeurs veulent en savoir plus, mon livre s'appelle Elikem l'Afropéenne. Il est disponible sur le site des éditions La Bruyère et sur d'autres, genre la FNAC, tout ça. Et de toute façon, je mettrai les références. Et pour les Bruxellois, c'est Filigrane. Filigrane, trop bien. Ça, c'est la bibliothèque de mon adolescence. J'ai passé des heures là-bas, des heures. Voilà. Petit que personne ne voit. Mais voilà. Donc, en tout cas, beaucoup de succès pour ton livre. Merci. On attend le deuxième. Arrête. Je pouvais pas m'en empêcher. Mais déjà, il faut déjà que, voilà. Le premier, il va bien se passer. Moi, je l'ai lu à moitié. Je suis au chapitre Lion. Ça fait 3 fois que je l'ai lu. Lion la ville, pas l'animal. Non, Lion la ville. Et non, c'est un livre qui est hyper agréable à lire. Et les pages tournent assez vite. Donc, c'est très sympa. Beaucoup de succès. Merci beaucoup. Et à très bientôt, j'espère. Salut.